de tenir ce vendredi 28 mars 2025, Washington, via son ambassade à Paris, a envoyé un courrier à quelques grands groupes français leur demandant de se conformer aux nouvelles règles américaines en matière de programmes liés à la diversité et à l'inclusion. Autrement dit, de mettre fin à ces pratiques sous peine de se voir refuser l'accès au marché américain. Alors, quelles pourraient être les conséquences de cette injonction sur les entreprises françaises? Et plus généralement, quelle est la politique des entreprises hexagonales en matière de programmes sur la diversité et l'inclusion? Ce sont notamment les questions que nous allons poser à Jean-François Amadieu, qui est professeur à l'université Paris 1 Panthéon-la-Sorbonne, où il enseigne les relations sociales et la gestion des ressources humaines. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur les relations sociales et sur les discriminations au travail. Bonjour Jean-François Amadieu. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Liaison Sociale. Alors, on va parler de l'administration Trump et de la nouvelle politique américaine en matière de diversité et d'inclusion. Alors, quelles peuvent être les conséquences pour les entreprises françaises? Alors, je pense notamment aux filiales françaises du groupe américain, mais également d'entreprises françaises qui opèrent sur le marché américain, de cette nouvelle politique américaine en matière de diversité et d'inclusion. Alors, on peut penser que les conséquences seront très importantes. Ça va prendre sans doute quelques mois, peut-être un peu plus, mais elles le seront. Pourquoi les conséquences vont être importantes? Il faut quand même rappeler que tout ça remonte non pas simplement à Trump, mais à une décision de la Cour suprême de juin 2023. La Cour suprême ayant décidé de mettre un terme à la discrimination positive telle qu'elle se pratiquait pour l'entrée aux universités, dans l'affaire Harvard par exemple, et cette décision concerne bien sûr aussi les recrutements, les entreprises, en fait, tous les domaines. Donc, toute politique qui donne une préférence, d'une manière ou d'une autre, même sans quota, sur un critère ethno-racial, ou par extension le critère du sexe ou d'autres critères, est absolument interdite. Donc c'est un retour, si vous voulez, à une conception qui coupe court, bien sûr, à la discrimination positive. Et ce qu'a simplement fait Trump, et c'est ça, bien sûr, qui a précipité le volte-face et le revirement de toutes les grandes entreprises nord-américaines, beaucoup d'entre elles, c'est de dire à son administration, regardez ce que font les entreprises, et vous devez repérer les entreprises qui n'agissent pas convenablement, pour en tirer toutes les conséquences. Et évidemment, pour beaucoup de grandes entreprises nord-américaines, Boeing, Amazon, Netflix et tant d'autres, le risque désormais est beaucoup trop grand de perdre, bien sûr, des procès qui peuvent avoir lieu, et donc le virage est pris. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il faut rappeler que dans les executive orders de Trump, ça concerne des firmes américaines, ça concerne les fournisseurs de ces entreprises américaines, d'où le problème pour des entreprises françaises. Bien entendu, ça concerne toute entreprise qui veut contracter avec le gouvernement fédéral, et il y a même plus, c'est que quand vous êtes une filiale d'une entreprise ou un établissement d'une entreprise nord-américaine, la règle s'applique à vous. Et la lettre qui a été envoyée par l'équivalent du défenseur des droits à une vingtaine de cabinets d'avocats d'affaires, dont des cabinets américains qui sont implantés en France, comme Skadden par exemple, ou d'autres. Ces cabinets, l'IIOC, c'est-à-dire l'équivalent du défenseur des droits, leur a simplement dit « Donnez-nous aussi les noms de vos clients, dites-nous si vous n'avez pas par hasard des clients que vous cherchez à satisfaire par votre politique de diversité et inclusion. » Donc, si vous voulez, l'investigation concerne vos fournisseurs, vos clients, ça va très loin. Pour les entreprises françaises, c'est pas très compliqué d'être dans les clous, parce qu'en réalité, vous savez qu'en dehors du cas particulier, qui est évidemment problématique, des quotas en raison du sexe, en dehors de ce cas particulier, il n'y a pas de difficulté. Et les entreprises françaises n'ont pas de politique affichée en quoi que ce soit de discrimination positive. Les firmes françaises ne choisissent pas leurs fournisseurs selon l'ethnie, la race ou l'orientation sexuelle des dirigeants des entreprises. Donc il n'y a pas en France le même problème. En fait, c'est surtout un toilettage dans le vocabulaire, comme les firmes américaines l'ont fait. Bon, parce que soyons clairs, c'est moins vrai en France, on y viendra, mais aux États-Unis, le terme de diversité et d'inclusion est devenu très connoté. Donc les entreprises abandonnent ce vocabulaire, et il est certain qu'en France, il y a déjà eu une évolution plus, comme vous le savez, vers un vocabulaire où on utilise inclusion plutôt que diversité, ça c'est déjà en cours. Mais je dirais que c'est un peu la façon de présenter les choses, mais il est vrai que là où il y a un vrai problème en Europe, c'est avec les quotas par sexe. Ça, c'est certain. Peut-être qu'il faut dire un mot, parce que c'est moins connu aussi. Il y a plusieurs sondages qui sont sortis ces derniers temps en France pour savoir où en était l'état d'esprit des Français par rapport à ce qui est la politique trumpiste. Et puis, à ces questions de diversité et inclusion. Dans le sondage APICIL Opinionway, je voudrais juste donner un chiffre, il y a quand même 37% des gens et 55% des jeunes qui sont prêts à changer d'avis
à la suite de ce qui se passe aux États-Unis, ce qui est quand même énorme, et d'autant que certains sont déjà pas favorables à la diversité et l'inclusion. Dans ce sondage, on apprend que la moitié des interrogés en France ne se sentent pas concernés par la diversité et l'inclusion. Donc, en fait, il y a une certaine fragilité de ces politiques. Alors, vous faisiez allusion à l'enquête Apicil, enquête pour laquelle vous avez participé. C'est une enquête qui met aussi l'accent sur les discriminations. Alors, on est en France, là, cette fois, liées à l'apparence physique. Alors, j'aimerais bien savoir avec vous quelle est l'ampleur de ce phénomène qui paraît un peu sous-estimé par les entreprises. Et puis, deuxième sous-question par rapport aux discriminations, c'est que très récemment, vous avez tiré la sonnette d'alarme en écrivant un papier dans la presse sur la non prise en compte dans les textes en France des discriminations liées à l'origine sociale. Oui, tout à fait. Sur cette question qui était traitée dans le sondage Apicil Opinionway de l'apparence physique, il se trouve que c'est pas tout à fait le premier sondage sur le sujet. D'ailleurs, le Défenseur des droits en avait fait un il y a quelques années. Mais force est de constater que les entreprises ne sont pas assez saisies de ce sujet et elles l'ont fait tardivement. C'est évidemment encore aujourd'hui un problème. Et d'ailleurs, dans le sondage Apicil Opinionway, 70% des interrogés considèrent que les entreprises ne se sont pas saisis du sujet. Ça n'est pas considéré comme un sujet prioritaire ou à l'agenda. Ça fait depuis déjà longtemps qu'on est dans cette situation, sachant que, pour prendre un exemple, lorsque le gouvernement a diligenté plusieurs fois des tests par envoi de candidature de testing, ça a été fait sur les origines ou le sexe, mais le gouvernement n'a jamais souhaité tester la réaction des entreprises face à des CV sur lesquels on aurait mis une personne obèse, par exemple. Ça n'a pas été fait, alors qu'on sait que c'est sans doute aujourd'hui le premier motif de discrimination à l'embauche. Pour vous fixer l'ordre de grandeur en France, le Défenseur des droits avait mené une enquête et auprès des demandeurs d'emploi, l'apparence physique, c'est le deuxième sujet de discrimination après l'âge. Ça reste un sujet majeur. Et dans toutes les enquêtes, nous savons évidemment que ça compte énormément. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois le vestimentaire et le physique. Et d'ailleurs, dans le sondage Apicil Opinionway, on constatait que 20% des interrogés considéraient qu'ils avaient été discriminés sur leur physique, 20% sur le look, le vestimentaire. Pour le quart d'entre eux, ils sont témoins de discrimination sur le sujet de l'apparence physique et le Défenseur des droits lui-même donne ce chiffre d'à peu près un tiers de gens qui sont témoins de discrimination sur le physique. Donc dans la vie des gens, des salariés, c'est très répandu. Pour l'origine sociale, c'est un sujet qui est important aux yeux des gens et là, il faut faire référence au baromètre égalité du MEDEF qui existe depuis 2012 et à plusieurs reprises dans ce baromètre, on a constaté que si on pose la question aux gens, votre origine modeste, pour vous, est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir? Est-ce que vous êtes stigmatisé à cause de ça? Dans l'enquête, on apprend que c'est, par exemple, le deuxième motif, l'origine modeste, de stigmatisation dans une entreprise. Les gens se sentent quand même un peu atypiques et ils craignent pour leur emploi, ils craignent d'être discriminés. Donc c'est un sujet tout à fait important. Et ce qui est étonnant, c'est que personne n'ignore que, par exemple, dans les embauches, ça puisse compter, votre milieu familial, etc. Dans les carrières, les évolutions professionnelles. Donc tout ça est connu, mais c'est pas dans notre droit. Et la bizarrerie, c'est que la France n'applique pas les textes internationaux qui sont multiples. Il y a la convention C111 de l'OIT de 1958 où il est écrit que l'origine est sociale. Et ce terme-là ne figure pas dans notre droit, ni dans le code pénal, ni dans le code du travail, etc. Donc l'OIT a enjoint la France, encore en 2004, ça a été fait plusieurs fois, d'écrire social dans la loi, et la France ne répond pas. De la même manière, l'Assemblée du Conseil de l'Europe, il y a 3 ans, a demandé aux États européens membres, mettez social dans vos textes parce que c'est obligatoire dans les conventions internationales. Personne ne le fait. Je dois vous dire que c'est assez frappant de voir à quel point il y a une volonté de ne pas écrire social. Donc la vision de l'origine est une vision ethno-raciale ou nationale. Elle n'est pas conçue comme sociale. Et ce qui est frappant, c'est que le Défenseur des droits interprète restrictivement le terme origine, le Défenseur des droits pourrait dire oui, l'origine, elle est aussi sociale. Il ne le fait jamais. Dans aucune de ses enquêtes, jamais sur le site web du Défenseur des droits, vous ne trouverez écrit que l'origine peut être sociale. Ce qui est stupéfiant, puisque le Défenseur des droits est en charge de l'application des textes internationaux qui sont, je précise, ce qui s'applique à la France, d'application directe. La convention de l'OIT s'applique dans tous les États et bien sûr le nôtre. Alors, toujours en ce qui concerne les discriminations, on va parler un peu de l'IA quand même pour terminer cet échange, mais est-ce que l'IA générative, notamment, favorise finalement les discriminations ou est-ce qu'au contraire, ça peut être une technologie qui permet de les juguler? Dans l'état actuel,
de la connaissance sur l'IA, force est de constater qu'il y a de multiples problèmes de discrimination qui sont posés, tant en France qu'à l'étranger. C'est très bien documenté actuellement et ce n'est pas contestable. On peut dire que l'outil en l'état actuel n'est pas extrêmement performant dans la connaissance des droits nationaux et est un peu léger. Mais si vous prenez d'autres formes d'IA appliquées dans le recrutement, là-dessus on a beaucoup d'études et il y a un contentieux important. Je voyais récemment encore aux États-Unis, il y a un contentieux ces dernières semaines encore qui concerne HireVue, les IA qui analysent les voix, qui analysent bien sûr les visages, etc., qui font du tri, bien sûr du sourcing. En France, il y a d'énormes problèmes. Je ne vais pas donner de nom de prestataires ici, mais on ne se rend pas compte à quel point beaucoup de prestataires qui aident à faire du sourcing de candidats, qui vont faire de la recherche de candidats sur la toile, avec un certain nombre de mots-clés et d'informations qu'ils vont chercher, ne sont pas dans les clous actuellement, même en droit français. Donc ce sont des outils qui sont extrêmement discriminants. Si en plus on ne fait pas attention, enfin voilà, mais j'enfonce presque des portes ouvertes. Alors c'est toujours compliqué cette question parce que, évidemment, on se doute bien que les outils vont progresser, hein. C'est pour ça ce que je disais en commençant mon propos. Il y a des sujets sur lesquels c'est plus facile de faire progresser l'IA que sur d'autres. Vous avez des variables très compliquées de discrimination. Je vais en prendre une parce que c'est là qu'on peut trouver un contentieux aux États-Unis. Alors en France, pas à ma connaissance, c'est par exemple le handicap. Vous vous rendez compte que si vous faites analyser par la voix, l'expression orale, des visages ou des expressions, il y a tellement de types de handicap différents qu'instantanément, l'outil est discriminant. Pour l'instant, il n'est pas possible de prévoir tous les cas de figure et ça pose énormément de problèmes. Je dis pour le moment, d'où du contentieux, bien sûr, aux États-Unis. Merci beaucoup, monsieur Amadieu. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de Liaison Sociale. Quant à nous, on se retrouve très vite sur notre plateforme liaisonsociale.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale. À très vite.